Bonsoir et merci à toutes et à tous d'être là pour ce contre-salon de l'agriculture qui se joue ici, n'est-ce pas? On va parler ce soir de l'agriculture urbaine au quotidien avec vous. On a 1 heure pour le faire. On gardera quelques minutes à la fin de la discussion pour un échange avec vous. Donc n'hésitez pas à penser dès maintenant à vos questions pour rendre cette discussion vivante à la fin et participative. On sera ravis de vous entendre. Pour introduire un peu cette discussion, je me questionnais sur moi, mon rapport à l'agriculture urbaine. Et je me suis dit que moi, je me suis rendu compte à quel point la nature était importante dans ma vie, comme beaucoup, quand on en a été privé l'année dernière, pendant les confinements successifs. Et à ce moment-là, on s'est dit, bon, par tous les moyens, on va essayer de mettre les mains dans la terre comme on peut, dans nos petits bouts de balcon, dans nos cours, comme on pouvait avec nos voisins, à s'échanger des boutures, à faire des semis. Et puis pour les plus chanceux d'entre nous, à aller s'exiler à la campagne et au vert, ce qui n'a pas été quand même le cas ce qui n'est pas accessible à tout le monde. Je me demande maintenant qu'on est déconfiné, comment on introduit de l'agriculture dans notre quotidien de manière pérenne. Comment on fait pour vraiment régulièrement se dire je jardine, je plante des choses, je récolte, je sème, je me plante aussi. Est-ce qu'on peut avoir ces réflexions-là autour de l'agriculture urbaine? Où est-ce qu'on le fait? Avec qui on le fait? Et quels sont les bienfaits que ça nous apporte aussi en tant que citoyens et citoyennes que de se reconnecter avec une forme de nature, même en habitant en ville. Donc je voudrais qu'on en parle de tout ça avec vous. Merci d'être là. Nicolas Brassier, DG de Peace and Love. On aura ensuite l'occasion de se présenter plus en détail. Donc c'est super de pouvoir vous avoir t'avoir ici. Allez, on va se tutoyer si ça vous va. Gabriel Prade, merci d'être ici, de chez Culture en Ville, responsable formation et animation. On a Anaïs Hamon, fondatrice de Découverte Urbaine. Merci d'être là. Et Sébastien Golzer, de chez Verger Urbain. On va commencer par en apprendre un peu plus sur vos initiatives. À commencer par toi, Nicolas. Est-ce que tu peux nous donner quelques éléments de ton parcours qui, je trouve, est assez intéressant et je pense peut être inspirant parce que tu n'es pas du tout du milieu de l'agriculture à la base et tu t'es reconverti un peu, si j'ose dire tardivement, et tu es devenu DG dernièrement de Peace and Love. Déjà, qu'est-ce que c'est? Et dis-nous un peu plus sur ton parcours. Ok, je commence par le parcours. Ouais, tu peux bien avec le micro, bien. Alors bonsoir à tous. Moi c'est vrai que j'étais pas du tout dans l'agriculture au départ, qu'elle soit urbaine ou de pleine terre. Hein. D'ailleurs c'est très drôle. Il y avait Lucille qui animait juste avant la table ronde d'avant. Moi ce qui est très drôle c'est qu'en 2019, alors que je suis en plein questionnement sur ma vie et ce que j'ai envie de faire après, et que je suis tout seul à Lyon avec les enfants parce que ma femme a repris un boulot à Paris, je lis Les Néo-Paysans. Et qui termine par parce que je me posais la question, est-ce que j'ai envie d'aller dans l'agriculture? J'avais mon potager, j'avais mes poules, mais de là à franchir le pas, c'est comme j'aime le cinéma, mais est-ce que je veux être réalisateur? C'est pas la même chose. Et je lis ce bouquin qui termine sur cette phrase: si tu penses que tu as envie d'être agriculteur, arrête de lire ce bouquin et va voir des fermiers. Et c'est ce que j'ai fait pendant des mois. En fait, je suis allé voir des fermiers pendant 7-8 mois. Je suis allé voir tout ce que je pouvais, tous les gens qui voulaient bien m'accueillir. Je pense que c'est le plus beau compliment qu'on puisse faire à une autrice. Il faudra le dire à Lucille à la fin. Mais je lui ai dit, elle m'a même dédicacé son nouveau bouquin, donc je suis hyper content. Et non, moi j'avais des idées, des envies, mais j'y connaissais rien. Donc je suis allé voir naïvement des gens dont c'est le métier, de père en fils, de père en fille depuis des générations, des néo-paysans, des céréaliers, du conventionnel, du bio, du petit, du gros, de l'élevage, de la laine, du lait. Enfin, je connaissais rien à tout ça. Et vraiment, j'ai vécu une période passionnante de ma vie. J'ai fait mon CCP où j'ai rencontré Sébastien, parce qu'il était animateur. Le CCP, c'est cours de conception en permaculture. Donc 15 jours d'immersion sur le sujet de la permaculture. Et donc moi j'ai fait la permaculture urbaine à l'école du Breuil. Sébastien était animateur là-bas, c'est là qu'on s'est connus. Et puis là je clique, je me dis allez c'est bon, on arrête d'avoir peur, t'as envie d'y aller, t'y vas.
Et puis là, je rencontre un fermier, parce que je continue mon petit tour, je rencontre un fermier au sud-ouest de Paris, céréalier, père en fils de 4 générations, 42 ans, et qui était là jeudi soir. Et puis on se tombe dans les bras, grosso modo. Moi, j'arrive de là, lui, il arrive de là, et on arrive sur des trajectoires très similaires. Je vais faire plus court, sinon je vais parler 4 heures. Et on se dit qu'on a les mêmes envies, et on commence à travailler sur un projet sur sa ferme, donc de l'agriculture pleine terre. Il a un site de 300 hectares, pas très loin d'Étampes. Et puis là, la vie m'amène aussi en même temps que ce fermier, me présente au DG de Peace and Love, fondateur de Peace and Love, qui avait 52 ans, qui avait envie d'autre chose, qui se posait des questions. Et puis moi, l'agriculture urbaine, j'y connaissais pas grand-chose, à part ce qu'on avait vu en CCP. Et puis je me disais que c'était pas trop mon truc, parce que c'était... Et Peace and Love, qu'est-ce que vous... Peace and Love, voilà, Peace and Love, moi je connaissais pas à l'époque. C'est une entreprise qui faisait des potagers entretenus. Donc on installe des petites fermes urbaines. Enfin, petite, ça fait quand même 1000, 2000, 2500 mètres carrés aujourd'hui pour la plus grande, donc ça commence à faire. Mais ça commence à 100 mètres carrés aussi. Et on installe des potagers qu'on va entretenir et sur lesquels, en fait, à la fin, on fait des espèces de petits tiers-lieux comme ici. Sauf qu'ici, on est autour de la culture. Voilà, sur ce genre de moment où ça aère l'esprit, nous, on fait la même chose, mais dehors, en plein air. Autour de l'agriculture. Alors, autour de l'agriculture, autour du végétal plutôt, parce qu'on n'est pas agriculteur. Agriculteur urbain, après on peut en débattre. Nous, on n'est pas nourricier, on ne produit pas pour vous nourrir. Moi, je ne crois pas du tout à cette agriculture urbaine-là. Je crois qu'elle doit plutôt être évangélisatrice, sensibilisatrice. Elle doit créer du plaisir, elle doit créer du lien, elle doit recréer de la connexion à la terre, comme ce dont tu parles pendant ce confinement. Elle doit créer du lien entre mon quartier. Et donc nous, c'est ce qu'on fait tous les jours. On organise des activités pour les gens. Donc ils s'abonnent chez nous, ils viennent juste faire des activités chez nous. Ils ont accès à leur potager à eux, à des potagers communs, sur lesquels ils apprennent. Ils viennent avec nous, ils apprennent, ils s'amusent. Et je m'arrête là. Parce donc il y a des fermes urbaines aussi bien à Paris qu'à Bruxelles. On en a 9 au total. On en a 3 en Belgique et 6 en France. Avec une partie également e-commerce. Oui, parce que tout à fait, l'idée c'était... Alors l'e-commerce, c'est quoi, hein, parce que nous, en fait, l'idée c'était pas d'être isolé, mais d'être des fermes urbaines connectées au vrai monde maraîcher et paysan, plus que maraîcher même, et de jouer notre rôle qui pour moi est d'être un cheval de Troie. L'agriculture en ville, elle doit être aussi... au-delà faire du lien entre les urbains sur le sujet du végétal, de l'agriculture, elle doit les amener à se poser des questions sur comment est-ce qu'ils vivent, comment est-ce qu'ils consomment, et puis retisser du lien avec l'agriculture locale. Parce qu'aujourd'hui, il y avait encore je vous encourage tous à le lire, c'est passionnant, ça fait 2 pages, c'est le rapport de la Cour des comptes sur l'agriculture locale. Il y a 2% d'agriculture. Grosso modo, les grandes villes françaises ont 2% d'autonomie alimentaire, ce qui n'est rien du tout. Et qu'avant de parler de bio, etc., je pense que l'important, c'est... le local est très important. Le bio est important, le permaculture est important, mais le local, c'est important. On tisse du lien avec les gens à côté de chez nous, qui travaillent à côté de chez nous, et qu'il y a plein d'agriculteurs qu'il faut valoriser. Et donc, moi, j'ai été voir 30 fermiers. Alors, la plupart, je les avais rencontrés pendant mon petit tour. J'étais voir 30 fermiers à l'ouest de Paris en leur disant, écoute, tu travailles bien, tu es engagé dans une dynamique. Alors, certains ont 65 ans, d'autres ont 26 ans, donc c'est rigolo, ça fait un sacré prisme. Mais nous, on a des fermes urbaines. Est-ce que tu veux vendre tes produits en circuit court directement pour nos clients? Parce que nos clients, ils veulent consommer local, du bien fait, du bien travaillé, de l'agriculture de conservation, du bio, de la perma. Est-ce que ça vous intéresse de vendre vos produits? Et donc, on a lancé cette partie e-shop, entre guillemets, où les gens passent commande sur Internet. Donc, je veux des tomates de chez Côme, du pain de chez Bruno, de la bière paysanne de chez la famille Sargeret, etc. Et nous, on va les chercher, puisqu'on fait gagner du temps aux paysans qui ne savent pas s'en occuper. On va tout chercher, on ramène ça dans nos fermes urbaines pour les abonnés ou non-abonnés d'ailleurs. Gabriel, qu'est-ce que tu fais chez Culture en Ville? Quel est ton rôle et quelle est la mission de Culture en Ville? Alors moi, je suis responsable de l'animation et de la formation à Culture en Ville. C'est une entreprise d'agriculture urbaine qui existe depuis 2015. Mettre bien le micro. Et
et qui a pour vocation d'installer des écosystèmes potagers dans les friches urbaines. Donc on installe des potagers sur les toits, sur les terrasses et aussi au sol, en fait en fonction du contexte. Et moi, je vais intervenir une fois que ces potagers sont installés pour apprendre aux usagers comment ils fonctionnent en fait. Qu'est-ce que c'est pourquoi on parle d'écosystème potager, quelle est la vie du sol, comment les plantes interagissent entre elles. La vocation de Culture en Ville, plus largement, elle est multiple, mais en gros, c'est de pouvoir apporter les conditions nécessaires pour que l'agriculture urbaine, telle qu'on la construit à Culture en Ville, amène des services écosystémiques les plus larges possibles. Donc du coup, il y a un aspect, les services écosystémiques, c'est tous les services que peuvent rendre ces écosystèmes potagers. Donc ça peut être de capter des eaux de pluie pour pouvoir restituer ensuite de la fraîcheur. La lutte contre les grosses chaleurs, les canicules. Exactement. Et même juste aussi la gestion de l'eau de pluie, en fait, même avant même la gestion de la chaleur, qui est hyper importante dans une ville qui est complètement imperméabilisée. Ça va être faire juste vivre des organismes, donc être un refuge de biodiversité. Ça peut être aussi un intérêt juste de beauté, parce que ça fait plaisir de voir du vert, en gros un aspect paysager. Et puis tout l'aspect social dont tu parlais, de créer du lien entre les gens qui vont venir jardiner ensemble, et potentiellement du coup réapprendre à gérer les communs. Mais peut-être que Sébastien en parlera plus que moi, parce qu'il travaille plus sur des lieux qui sont ouverts à tout le monde, qui sont dans la rue. Alors que nous, on travaille beaucoup sur des lieux privés. Donc, on installe des potagers beaucoup dans des entreprises. Ce sont des potagers collectifs, dans des écoles, dans des EHPAD, en pied d'immeuble. Donc, à destination de petits groupes qui vont venir se réunir et apprendre à cultiver ensemble, soit pour passer un bon moment, soit pour mieux comprendre comment ça pousse des légumes. Parce que justement, la question de comment on fait pour pouvoir jardiner au quotidien. Parce que je te rejoins sur le côté agriculture, c'est une grande question. Peut-être qu'en tout cas, à mon niveau d'animation, on est plus sur du jardinage, alors que ma collègue qui est présente dans la salle, elle est fermière, agricultrice urbaine sur une ferme, parce qu'on installe aussi des fermes urbaines qui sont des lieux qu'on a en propre ou qu'on exploite en propre et qui ont des objectifs divers en fonction du contexte. Celle qui a déjà ouverte il y a 2 ans, qui s'appelle la ferme Suzanne, qui est dans le 15e arrondissement. Elle a un double objectif de production de nourriture pour montrer que c'est quand même possible de faire des légumes vraiment de A à Z et de nourrir les gens, pas alors sur un objectif d'autonomie de la ville, parce que je te rejoins complètement sur le côté limité de cette solution, mais sur le fait qu'en tout cas on peut vraiment produire des légumes et les manger. Et puis une partie aussi de sensibilisation, de formation et d'accueil du public. Donc vous pouvez venir à Suzanne tous les samedis apprendre à cultiver. C'est dans le parc Omnisport Suzanne Lenglen, qui est au sud du 15e, à côté de l'Aqua Boulevard. Je ne sais pas si ça parle à ceux qui sont dans la salle. Il faut une inscription, qu'est-ce qu'il faut avoir comme prérequis pour venir Oui, vous pouvez vous inscrire en ligne. Vous pouvez vous inscrire sur le site de Suzanne. Donc, si vous tapez Ferme Suzanne Paris, vous allez le trouver assez facilement dans Google. Vous pouvez aussi passer par Anaïs bientôt, prochainement. Et on peut trouver aussi les ateliers sur We Can Do, qui est un site qui permet de découvrir le travail d'artisans. Alors, il y a toute une thématique agriculture urbaine, et il y a plein d'autres thématiques. Donc pour le grand public, aujourd'hui, ce sera plutôt sur Suzanne. Mais après, ça peut être dans votre entreprise demain, à l'école de vos enfants, puisqu'on intervient sur tous ces sites-là. Et les thématiques qu'on aborde, elles ne sont pas forcément uniquement de découvrir un écosystème. Ça peut être aussi comment on cuisine ce qu'on a produit, sachant qu'en ville, on va beaucoup produire aussi de plantes aromatiques ou de plantes qui sont peut-être un petit peu plus rares, qu'on a du mal à trouver en supermarché, que du coup, dans le quotidien de personnes qui ne cultivent pas eux-mêmes, sont quelques exemples à nous donner de ce que vous cultivez, que les gens ont du mal à cuisiner. Comment ? Ouais, il y en a plein. Non, mais même de la sauge, par exemple, je suis pas sûre que tout le monde cuisine avec de la sauge au quotidien, même si après, il y a plein d'autres plantes aromatiques. De la petite pimprenelle, par exemple, qui est une plante sauvage, mais qu'on peut aussi cultiver, qui est très bonne, qui a un petit goût de concombre, qui est une plante digestive. Souvent, toutes ces plantes-là, elles ont aussi des propriétés médicinales, donc on peut faire des ateliers aussi autour de comment prendre soin de soi, pas forcément pour aller
soigner des maladies graves où c'est plutôt le corps médical qui va prendre le relais, mais simplement pour bien vivre. Et du coup, ça nous fait aussi des liens sur les plantes sauvages qu'on peut trouver quand on va se balader, apprendre à avoir un autre regard. Il y a plein de plantes qui poussent dans les bords de trottoirs, qui sont en fait des plantes comestibles ou médicinales et qui sont bonnes pour nous et qui en fait se sont développées dans notre écosphère humaine, qu'on va trouver beaucoup plus facilement au bord de chemin ou dans les bords des trottoirs qu'en pleine forêt. Donc c'est assez marrant. Et donc c'est toute cette reconnexion-là, à la fois sur le vivant, mais aussi sur l'alimentation, sur qui produit, comment et comment on vit ensemble, quoi. Pas que la biodiversité du sol. Tu mentionnais le travail aussi d'Anaïs, c'est une transition toute trouvée, sur ce que tu fais, Anaïs, avec Découverte Urbaine que tu as fondée l'année dernière. Quel était ton constat quand tu as fondé Découverte Urbaine et en quoi ça consiste exactement ? Alors du coup, je suis la fondatrice effectivement de Découverte Urbaine. Donc je propose des visites guidées de fermes urbaines, en particulier pour les entreprises. Et du coup, l'idée, c'est d'organiser des séminaires, des sorties d'équipe, des team building dans des fermes pour faire connaître les fermes et puis du coup aussi pour aborder tout ce que vous avez déjà cité, la reconnexion à la nature, la reconnexion à l'alimentation, savoir un petit peu d'où viennent les produits qu'on consomme, qu'ils soient cultivés en ville ou qu'ils soient cultivés ailleurs, quand on sait que l'Île-de-France est une région à 50% agricole quand même. Il y a 50% des terres qui sont dédiées à l'agriculture, mais en fait, on ne consomme que 10% des produits sur place. Et le reste, c'est exporté. Donc il y a toutes ces questions de bien-être, de reconnexion à l'alimentation, de découvrir ce que c'est l'agriculture urbaine. Donc voilà, il y a énormément de choses à découvrir au sein de ces team building. Et pourquoi j'ai lancé Découverte Urbaine ? En fait, quand je me suis reconvertie, puisque moi je ne faisais pas du tout ça avant, tu faisais quoi avant ? J'étais analyste, je faisais des études de marché pour les fabricants dans le génie climatique, donc vraiment strictement rien à voir. Il se trouve que, en fait, il s'est passé deux choses dans ma vie. J'ai eu une perte de sens dans ce travail-là et aussi j'ai eu des gros problèmes de santé. Ça a été très soudain. Pendant quelques mois, je pouvais plus manger, énormément de douleurs, etc. Et en fait, on m'a diagnostiqué une maladie incurable qui touchait le système digestif. Et du coup, moi, j'ai commencé à me poser des questions sur pourquoi est-ce qu'on ne traite que les symptômes de la maladie et pas les causes probables, dont l'alimentation, parce que quand même, on parle de système digestif. Et voilà, la seule solution qu'on me proposait, c'est de prendre des effets, des médicaments aux effets secondaires très forts pendant toute ma vie. Donc, moi, j'ai commencé à beaucoup m'interroger sur l'alimentation et grâce à un naturopathe notamment, j'ai complètement revu tout ça, l'alimentation, l'hygiène de vie au sens large. Et alors, ce qui est bluffant, c'est que ça marche très très bien et qu'en fait, en un an, j'avais plus aucun symptôme alors que j'étais censée être condamnée pour toute ma vie. Donc moi, ça a commencé à trotter dans ma tête, à me dire bon, je me sens pas super bien dans mon métier. En plus, je sens qu'il y a vraiment quelque chose à faire autour de l'alimentation. J'ai eu la chance de grandir à la campagne aussi, et du coup, la transition vers Paris est un petit peu difficile en termes de végétalisation. Donc je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à faire. Et quand j'ai commencé à me renseigner sur l'agriculture urbaine, j'ai vraiment été séduite et je me suis dit, c'est là-dedans qu'il faut que je travaille et ça fait sens pour moi. Et pourquoi s'adresser en particulier aux entreprises ? Voilà, alors pour le coup, j'ai fait une année de transition pour me reconvertir justement et avoir un peu d'expérience, diverses expériences. Donc c'est assez rigolo parce que j'ai travaillé pour Peace and Love en faisant de l'animation. Oui, et on ne se connaissait pas avant. Oui. Nicolas arrivait tout juste chez Peace and Love, donc en fait il se trouve que quand j'ai fait de l'animation chez eux, on ne s'est pas rencontrés et on s'est rencontrés aujourd'hui. Donc voilà, le monde connexions secrètes. Voilà. Du coup, j'ai fait de l'animation, j'ai fait du maraîchage, j'ai aidé à l'installation de fermes et je me suis rendu compte qu'il y avait un gros décalage entre finalement le nombre de projets qui existent et qui sont des projets tout à fait solides et la méconnaissance du grand public, notamment des entreprises qui en fait seraient les
plus à même, elle, de financer ces projets et de les rendre encore plus pérennes et durables. Et donc, je me suis dit que ça pouvait être quelque chose d'intéressant d'aller vers les entreprises. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de fermes qui essayent de mettre en place des animations, notamment à destination des entreprises, mais pour quand même un certain nombre d'entre elles, c'est assez difficile par manque de temps, par manque de ressources, parfois de compétences aussi, parce que si les équipes sont vraiment dédiées à la production agricole, c'est difficile d'avoir les compétences pour faire de l'animation. Et donc, voilà, j'ai décidé de créer une agence un peu extérieure qui permet de faire le lien entre les entreprises et les fermes, et du coup, de faciliter tout ça. Sébastien, de ton côté, avec Verger Urbain, raconte-nous, tu es urbaniste, c'est ça, de formation ? Oui, c'est ça. J'ai travaillé pendant 10 ans en agence, dans un bureau d'études, où je faisais de l'aménagement paysager, l'aménagement urbain, voilà, avec une équipe d'architectes. Et au bout de 10 ans, j'ai voulu faire des projets plus concrets, plus sur le terrain, avec des actions directes en lien avec les habitants et surtout des projets dont on voyait les effets directement, quoi. Et voilà, il y avait une recherche de contact et puis aussi de diversité de projets, d'implication dans les quartiers. En fait, c'était en 2012 et j'étais à la recherche de projets justement pour m'impliquer sur des choses liées à l'environnement, mais tout en faisant le lien avec la ville, avec l'urbanisme. Et pour moi, l'agriculture urbaine, ça m'est paru assez logique, même si à l'époque, on ne parlait pas d'agriculture urbaine. En 2012, on n'imaginait pas associer ces deux mots, quoi. Faire de l'agriculture en ville, à l'époque, ça me paraissait et d'autant un peu, moins des vergers. Là, c'est voilà. encore un autre défi. Ouais. On ne parle pas de micro-pousses on parle d'arbres. Donc comment vous l'abordez ? Donc à ce moment-là, j'ai fait quelques recherches et en fait, je suis venu à l'agriculture urbaine par le biais de la permaculture. En fait, j'ai fait un CCP assez rapidement, une formation en permaculture sur 12 jours. Et ça m'a ouvert vers plein de choses, et vers les villes en transition aussi, quoi, avec un réseau d'acteurs qui s'impliquent à intégrer les enjeux environnementaux dans la ville. Et je me suis impliqué dans des jardins partagés, notamment à Ecobox. Et à travers ces rencontres, on s'est mis à se questionner sur les projets qu'on pouvait porter en ville pour générer des actions assez concrètes pour transformer à la fois un quartier, interpeller sur les questions alimentaires, impliquer les gens, les habitants, les citadins dans la transformation de leur ville. Et voilà, l'idée d'implanter des arbres fruitiers en ville est venue comme un des moyens pour amener ces enjeux environnementaux, mais aussi liés à l'alimentation dans la ville. Et très concrètement, comment ça se passe ? Comment les citoyens prennent part à cette initiative ? Comment ils s'y sont impliqués ? Est-ce que tous les lieux sont des bons endroits à végétaliser et sur lesquels vous implantez ? J'ai vu sur le site qu'on parle de plates-bandes, de pieds d'immeubles, vraiment de toits. J'ai l'impression que tous les endroits sont bons à mettre du vert, quoi, à verdir. Ouais, très vite, du coup, on a été contacté par pas mal d'habitants, de gens qui avaient envie de végétaliser leur quartier, l'espace public notamment, des bouts d'espace ou alors des friches. Du coup, on a très vite été amené à les accompagner pour végétaliser, créer des bacs, par exemple, des jardinières, ou alors planter en pleine terre. On a aussi très vite fait pression sur la ville pour qu'elle remplace des arbres d'alignement ornementaux par des arbres fruitiers qui à la fois peuvent produire des fruits, mais aussi qui vont profiter à la biodiversité. On a été aussi contacté très vite par des bailleurs sociaux qui
il y avait beaucoup de demandes de la part de leurs locataires pour créer des jardins en bas de chez eux. Mais les bailleurs ne savaient pas trop comment les accompagner, comment faire. Du coup, vous faites le lien comme ça entre les bailleurs et les habitants. Du coup, parfois on était contacté par les bailleurs pour accompagner les habitants. Parfois, c'est les habitants qui viennent vers nous pour leur dire « Tiens, j'aimerais bien faire quelque chose en bas de chez moi. » Du coup, on peut s'y prendre. Du coup, on les aide à monter un projet, à le présenter aux bailleurs, voire même à trouver un financement pour pouvoir le réaliser. Voilà, du coup. J'ai une question qui me vient pour Gabriel, mais ça peut aussi être ouverte aux autres. Est-ce que l'agriculture urbaine peut créer des vocations pour des futurs agriculteurs ou agricultrices? Est-ce que ça peut être un premier pied dans une transition vers une carrière, une carrière rurale et de paysans ou de paysannes? Est-ce que tu as observé des cas qui allaient dans ce sens-là? Oui, tout à fait. Alors ça dépend complètement des gens, mais souvent les citadins, quand ils ont envie de partir à la campagne, il y a les plus fous qui partent du jour au lendemain et puis ils sont suffisamment solides pour le faire comme ça. Mais il y a aussi beaucoup de monde qui a besoin de goûter avant et de rencontrer des gens et de faire du réseau. Et il y a notamment une formation en agriculture urbaine qui est une des seules formations vraiment agricoles à ma connaissance, qui s'est créée à l'école du Breuil. École du Breuil. Voilà, exactement. École du Breuil, c'est un BPREA, donc c'est un brevet professionnel pour être agriculteur. Donc avec ça, on peut fonder une entreprise agricole. C'est une formation qui dure combien de temps? C'est une formation qui dure 9 mois, ou peut-être même plus, peut-être 1 an, avec les stages compris, parce qu'il y a beaucoup de stages. Et parmi ces candidats, il y a des gens qui vont intervenir à plein de niveaux de l'agriculture urbaine. Il y en a qui vont se dire finalement, moi je vais faire plus de la gestion de projet, de la communication, du journalisme, maintenant que je connais vraiment bien le terrain. Il y en a d'autres qui vont partir en agriculture urbaine dans leur quartier, et il y en a qui vont partir complètement en maraîchage à la campagne. En fait, chacun décide de son parcours en fonction des stages qui sont faits, et dans tous les cas, ils auront les compétences pour ensuite faire du maraîchage en pleine terre, rural, quoi. Nicolas, toi, tu as observé ça, cette première étape, un premier pied grâce à l'agriculture urbaine vers une transition vers des milieux, des métiers agricoles, ou est-ce que c'est vraiment des gens qui restent plus des urbains Déjà, c'est pas notre vocation forcément première de dire on va tous paysans. Même si, en vrai, c'est super important ce qu'on est en train de se dire. Hein. C'est, encore une fois, il reste 200 000 agriculteurs dans quelques années en France. Je me rappelle de Gildas en CCP, justement, qui disait qu'il faudrait qu'on soit plutôt à 1 million. Enfin, après, les chiffres, chacun, ça dépend quelle agriculture aussi. Alors moi, j'ai les cas pour répondre à ta question, à la fois côté client, abonné ou usager du site, qui effectivement ça leur donne le goût du vert, le goût de la nature, le goût de s'en occuper. Et donc là on en a une cette année qui est arrivée et qui nous a rendu son badge. Elle dit voilà, je me désabonne. Je dis mince, pourquoi vous désabonnez? Elle fait je pars à campagne, vous m'avez convaincu. Bon, on n'en a pas tous les jours comme ça, mais on en a quelques-uns. Après, par contre, ce qu'on a beaucoup plus, c'est des gens en reconversion. Ce que tu dis, ça tous les ans, je pense que dans les saisonniers, il y en a 3 sur 4 qui sont en reconversion, qui se posent des questions, qui connaissent rien. Comme ils sont encadrés généralement par un senior, un maraîcher senior qui a 5 à 10 ans d'expérience dans le maraîchage. Alors nous, c'est du petit maraîchage, hein, mais c'est du maraîchage jardiné en plus, pour le coup. Tout à la main, il n'y a pas d'outils. Ils viennent d'essayer, ils viennent se poser les questions. Est-ce que j'aimerais bien? Est-ce que ça me tenterait d'y faire une carrière, etc. Et typiquement, le BPREA dont tu parles, là, cette année, j'en ai 3 qui sortent de ce BPREA-là et qui, avant de se dire... Alors, ils ont tous un projet de verger, d'arboriculture, de maraîchage. Ils n'ont pas tous le même projet. Mais j'en ai 3 qui sortent de ce BPREA et qui veulent faire 1 an de test avant déjà pour voir si... Première étape, déjà, je reste en ville, je reste dans mon quartier, je reste avec mes copains.
Parce que c'est dur le maraîchage. Hein. Vous êtes, moi, pour le coup, mon chef d'équipe, c'est un ancien maraîcher qu'on ne pouvait plus d'être tout seul à la campagne. Hein. Et de se payer 700 € par mois. C'est une vie dure. Hein. Donc il voulait aller au cinéma, donc pour lui, sortir avec des filles. C'est une transition vers une vie plus urbaine. Et donc lui, voilà, il voulait revenir en ville et du coup c'était super, c'était l'occasion de faire ce qu'il aimait parce qu'il aimait son métier, mais de plus être tout seul. Et bon, voilà, on en a 3 cette année qui ont des projets, qui viennent essayer 1 an chez nous, voire une saison, donc un peu moins d'1 an, voir si ça leur plaît. Je reviens sur le sujet des bienfaits de l'agriculture urbaine, notamment sur la santé mentale. Ou la santé de manière générale, mais la santé mentale en particulier. On en a beaucoup parlé des impacts néfastes des confinements successifs, de ce qui se passe sur la santé mentale. Est-ce que l'agriculture urbaine, ça peut être une manière un pansement là-dessus? Est-ce que ça peut permettre de cette reconnexion qui est, j'ai l'impression, qui devient aussi reconnexion à la nature, qui devient un peu un nouveau luxe aussi? Est-ce qu'elle permet de se dire ok, je gagne en sérénité, j'apprends aussi à lutter contre l'éco-anxiété, je sors le mot qui est vraiment aussi la peur et l'angoisse liées au changement climatique, liées à l'état du monde. Est-ce que l'agriculture urbaine peut permettre aux citadins de faire baisser un peu la pression quand on voit tout ce qui se passe dans le monde? Anaïs, est-ce que tu as des éléments de réponse? Oui, pour le coup, là-dessus, je peux répondre. Je peux même répondre pas uniquement sur la santé mentale, mais sur la santé tout court. Il y a des études qui ont été menées et qui prouvent, par exemple, que dans un hôpital entièrement bétonné versus un hôpital où, pour le coup, il y a de la verdure et les gens vont voir de la verdure par leurs fenêtres de chambre. En fait, les personnes qui sont dans l'hôpital avec de la verdure vont rester 2 fois moins de temps hospitalisées et vont avoir beaucoup moins recours aux antidouleurs. Ils vont guérir beaucoup plus vite. Et donc, c'est quand même assez bluffant. Et en termes de santé mentale, effectivement, c'est très relaxant de faire du jardinage sans forcément aller jusqu'à l'agriculture urbaine. Mais il y a un côté très relaxant, le côté manuel aussi de toucher la terre. Je pense que c'est quelque chose qui fait énormément de bien. Et c'est même utilisé parfois dans des cas médicaux où justement, ça s'appelle la jardinothérapie, si je ne me trompe pas. Et c'est vraiment utilisé dans un cadre médical par des infirmiers, enfin du personnel soignant, et ils utilisent le jardinage pour aider les gens à aller mieux dans le cas par exemple de dépression. Voilà, ça va beaucoup aider d'un point de vue mental et d'un point de vue aussi concentration, se concentrer sur une chose, le faire bien. Enfin, il y a énormément d'atouts santé, que ce soit mental ou physique, autour de la verdure en ville, en tout cas. Est-ce que je peux rajouter quelques témoignages sur le côté santé mentale? Hier, j'étais en séminaire avec le WWF et une dizaine d'acteurs sur un projet potager scolaire. Et un des acteurs de terrain, enfin une des actrices, parce qu'on était beaucoup de femmes, il y a beaucoup de femmes en agriculture urbaine en fait, en particulier en animation et en sensibilisation, nous racontait le cas d'une petite fille qui avait eu des traumatismes personnels très, très violents, qui faisaient elle parlait pas du tout, elle était devenue complètement muette. Et ils avaient un potager scolaire où ils avaient l'occasion d'y aller toutes les semaines, et c'est au potager qu'elle s'est remise à parler. Alors, je ne sais pas si c'est l'agriculture urbaine, du coup, qui a cette vertu thérapeutique, mais plutôt peut-être juste le contact avec le vivant végétal, mais aussi animal, avec d'autres initiatives comme les bergers urbains aussi, qui créent du lien social qui est hyper fort et qui font du bien. Et un autre exemple, je travaille aussi avec un EHPAD à Sceaux, et on a eu des cas où les personnes n'étaient pas sorties de leur chambre depuis 2 ans. Et en fait, pour venir jardiner, elles sont sorties de leur chambre, elles se sont mises du coup à marcher, à faire des petites activités micromotrices, à échanger entre elles. Donc le jardin, c'est aussi, faire du jardin ou jardiner ou échanger avec les gens autour du jardin, c'est juste vivre. Et dans ce sens-là, c'est extrêmement bénéfique. Et puis sur l'éco-anxiété, le fait que l'agriculture urbaine, ça se fasse pas seul, et ça se fasse souvent en équipe, en groupe.
est une des voies pour moi pour se rassurer, parce qu'une fois qu'on se met à faire des choses ensemble et qu'on peut exprimer nos angoisses et qu'on cherche des pistes de solutions, même si elles ne sont pas immédiates et que ça résout pas tout de se mettre à aller jardiner en bas de chez soi. Mais c'est déjà commencer à agir et c'est le meilleur remède, contre l'éco-anxiété, j'imagine. J'avais vu dans la vidéo de présentation de Peace and Love, Nicolas, que tu parlais des fermes urbaines qui sont un endroit parfait pour s'écouter les cheveux poussés. Je ne connaissais pas cette expression et j'ai trouvé ça fantastique, un peu d'éloge de l'oisiveté. Est-ce que ça permet ça aussi moi, venir ce et que je trouve d'avoir des chouette lieux? dans ce qu'on fait, c'est qu'il y a... Voilà, moi je dis toujours, nos sites, c'est des endroits où il doit toujours se passer plein de trucs. Et rien, c'est bien aussi. Rien, c'est un truc. Donc c'est pour ça que je disais, je ne sais pas que j'ai dit ça, je ne me rappelle même plus, que s'écouter les cheveux poussés, c'est bien aussi. Un peu de calme, juste regarder. C'est même pas moi, c'est un jour une abonnée qui me dit ça. Elle me regarde et elle me dit quand je viens ici, je médite. Et en fait, il se passe plein de choses quand on jardine. Je sais pas si vous jardinez chez vous, même sur des petits bacs. On va demander à l'Assemblée qui jardine ici. Vous n'avez pas le droit de lever la main. Quand même, pas mal. Là, je plaisante. Qui aimerait plus jardiner? Qui se sent un peu déconnecté de la nature? Ok, on a une petite idée. Par rapport à la déconnexion, justement, je peux vraiment aller dans la suite de vos témoignages. Connexion et déconnexion. J'ai deux choses à raconter là-dessus. Pour les entreprises, souvent j'ai des équipes assez stressées avec des bons plannings qui viennent faire un team building et ils en ressortent complètement apaisés. Vraiment, moment de calme, de détente, de rigolade entre collègues et ça leur fait vraiment beaucoup, beaucoup de bien. Et ils me disent, mais on a l'impression d'être complètement sortis de nos vies de citadins, d'être dans une bulle de verdure et ça fait du bien. On oublie qu'on est en pleine ville et voilà. Donc là-dessus, le côté reconnexion, ça fait énormément de bien. Sans avoir besoin d'aller très loin. Voilà. Ça permet un dépaysement et une détente au cœur de la ville qui n'est pas négligeable. Et pour le côté déconnexion, toujours avec ces mêmes entreprises, j'ai fait des salons au mois de septembre, octobre, et j'ai eu beaucoup d'entreprises hyper enthousiastes à l'idée de faire des team building. Ils m'ont, je pense, dans 6-7 cas quand même, j'ai eu la phrase « Ah mais super, on voulait faire un team building au moment de Noël pour l'équipe, donc ce serait cool d'aller dans une ferme. » Sauf que voilà, une ferme au moment de Noël, il n'y a pas grand-chose à voir, les terres sont au repos. Il peut rester quelques légumes de garde, mais voilà, ça va être... et puis, il ça fait montre froid. Aussi à quel point il y a une méconnaissance des cycles naturels. Exactement. Et moi, j'étais un peu étonnée parce que j'ai grandi dans le milieu rural et du coup, je me suis dit, mais ils ne savent pas qu'il y a des saisons. Et voilà, du coup, j'ai fait beaucoup de pédagogie. J'ai expliqué que ce serait mieux au printemps ou un peu plus tard en été. Et du coup, les gens le comprennent très bien et se disent « Ah mais oui, bien sûr, c'est logique ». Mais je pense que c'est quand même un signe d'une déconnexion assez profonde, quoi. Sébastien, tu le constates aussi, cette déconnexion et le fait que ta solution apporte une réponse, un élément qui fait le lien à nouveau? C'est clair, par rapport aux enfants notamment, il y a un trouble qui s'appelle le déficit de nature, où on voit qu'en fait, ils sont tellement déconnectés de la nature. C'est un trouble médical Ouais, c'est un nom anglais, déficit. Je sais plus, mais en gros, ouais, c'est les symptômes, c'est hyperactivité. Ils tiennent pas en place, ils arrivent plus à se concentrer. Et voilà, au-delà du fait qu'ils sont déconnectés du cycle des saisons, ils sont vraiment, mentalement, ils sont complètement. C'est ce qui contribue à un mal qu'on voit partout chez les enfants, quoi. Du coup, ça rend d'autant plus important le fait de développer des potagers dans les écoles
et de les accompagner vers ça, quoi. Et voire même former aussi les instituteurs qui sont très peu encore formés à ça. Eux aussi, ils sont déconnectés de la nature et c'est ça le plus grave, quoi. Et du coup, on est pas mal sollicité par des écoles pour créer des jardins, faire des animations, voire même voire même végétaliser les cours d'école, quoi. C'est-à-dire enlever le bitume pour voilà, créer des potagers qui ne soient pas simplement en bac posés là. Souvent, on voit 2-3 bacs posés au milieu de la cour de récré. Pour moi, c'est pas forcément ça qui permet le contact à la nature, mais c'est vraiment. Et vous le faites? Tu as un exemple de cours que tu as bitumisé? Là, on a été. Alors, la ville de Paris a lancé pas mal Enfin, il y a un dispositif qui s'appelle Cours Oasis, avec pas mal de moyens qui sont donnés aux écoles pour débitumer leurs cours. C'est accompagné par le CAUE, quoi. C'est les conseils environnement, architecture et urbanisme. Et du coup, on a été sollicité pour travailler là-dessus. Et voilà, où il y a pas mal d'écoles maintenant qui s'orientent vers ça. Sinon, récemment, on a travaillé avec un collège dans le 13e. Alors, on n'a pas fait de débitumage, mais on a construit pas mal de mobilier, de bacs connectés avec les espaces qui étaient déjà en pleine terre. Et ça, on l'a conçu avec les collégiens. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas seulement de leur apporter cette nature, mais qu'ils participent aussi à la conception, à l'imagination et surtout à leur demander comment ils voient leur cours d'école, comment ils veulent, quoi. Ouais. C'est également ce que tu fais dans ta partie animation, formation aussi, Gabriel, de ne pas juste apporter une solution hors sol, si j'ose dire, et de les laisser se débrouiller, c'est d'apporter cette connaissance et de faire en sorte qu'ils s'approprient les technologies et les dispositifs que vous concevez. Ouais, complètement. On appelle ça de la co-conception entre nous, mais c'est exactement ça. Si on veut qu'un projet fonctionne bien, je pense qu'on sera d'accord là-dessus. Il faut vraiment inclure les personnes qui vont les faire vivre dès le départ. Et donc, on fait des ateliers. Que ce soit pour l'aménagement ou le choix des plantes ou quoi que ce soit, on fait des ateliers pour inclure les personnes. Et donc, à la fois, on les forme sur comment on analyse un site, et du coup, le vivant, il a besoin de quoi, pourquoi est-ce qu'on a bétonné, pourquoi est-ce qu'il faudrait débétonner, d'où vient la lumière, l'eau, tous les éléments qui vont être à prendre en compte. Parce qu'on a aussi beaucoup besoin d'un accès à l'eau quand on est sur des espaces qui vont rester imperméables, donc en cours. Et si on a la chance de pouvoir débitumer, on pourra peut-être gérer l'eau autrement, en choisissant des plantes adéquates, en jouant avec les différents étagements pour qu'il y ait moins d'évaporation et tout ça. Mais si on est sur des toitures ou des terrasses, les plantes ne vont pas avoir beaucoup de profondeur pour pouvoir aller chercher de l'eau. Donc l'accès à l'eau va être déterminant. Enfin, tous les éléments même de design en permaculture, on peut les transmettre dans ces ateliers de co-conception pour que tout le monde puisse participer et ensuite créer un projet qui soit commun et pas arriver avec un aménagement comme des sachants qui vont dire voilà comment ça doit se passer. Non, au contraire, c'est du partage, quoi. Il y a un enjeu d'accessibilité et aussi de faire en sorte d'amener des publics qui sont vraiment éloignés de l'agriculture ou du jardinage même à ces questions-là. Anaïs, tu me disais que le fait de le faire par les entreprises, c'est un moyen de ne pas toucher que des gens qui sont déjà évangélisés, pour reprendre ton mot, et qui sont vraiment loin de ça, et donc de pouvoir justement les toucher. Donc ça, c'est par la partie entreprise. Comment on fait pour toucher d'autres types de publics, peut-être des publics plus précaires, plus vraiment qui vivent dans des zones complètement éloignées de ces programmes-là? Comment on fait pour les toucher? C'est une question assez ouverte. Vas-y, Gabriel. Là, dans ces cas-là, je pense que c'est vraiment une question d'action collective, parce qu'effectivement, des personnes qui sont dans des situations de grande précarité ou de pauvreté vont pas avoir ni d'énergie, ni d'espace mental, ni de ressources, quelles qu'elles soient, pour aller potentiellement se tourner vers la construction d'en plus un espace potager sur leur terrasse, quoi. Elles ont d'autres priorités. Pour autant, ça peut être hyper nécessaire de l'amener à ces endroits-là pour créer du lien, pour faire des choses ensemble, pour améliorer le cadre de vie, pour reconnecter
à la nature et pour avoir aussi potentiellement des sources du coup de nourriture ou lacs qui vont devenir beaucoup plus importantes que quand c'est des populations plus privilégiées où il y a plus un côté bien-être et développement personnel que alimentation immédiate. Donc c'est pas du tout le même genre de projet. Et des acteurs qui peuvent intervenir, ça peut être des collectivités qui vont financer ça, ça peut être des bailleurs sociaux. On est souvent appelé par des bailleurs sociaux pour accompagner des potagers en pied d'immeuble, par exemple. Donc il y a complètement des solutions. Après, se pose aussi toujours la question, en tout cas pour moi, de comment j'interviens alors que je viens d'un monde hyper privilégié, parce que moi en plus j'ai grandi à la campagne, donc le niveau de coupure il n'est pas du tout le même que pour d'autres citadins. Enfin, pas pour dire qu'à la campagne les gens sont mieux connectés, parce que ça je pense que c'est quand même une idée qu'on a que quand on grandit à la campagne on est connecté à la nature, alors que pas du tout. Enfin, en fait il y a quand même aujourd'hui une très grande majorité des gens qui vivent à la campagne qui sont dans un mode très urbain où en fait ils habitent à la campagne, mais enfin, on voit il y a très très peu d'agriculteurs, il y a très peu de gens en fait qui vivent au contact de la nature, même à la campagne en fait. Donc on peut être autant déconnecté, mais bon, ça pour dire que j'arrive pour dire comment la biodiversité c'est important, comment il faut mieux se nourrir à des gens qui essayent déjà de de lier les deux bouts. Donc c'est aussi une question de comment aussi on fait société ensemble, comment j'ai réussi à avoir de l'empathie, à comprendre leur situation et à apprendre d'eux aussi, et à pas être dans de la domination sociale aussi, quoi. Donc, quelque chose à ajouter à ce sujet, Anaïs ? Oui, je dirais que là-dessus, on peut aussi s'inspirer des États-Unis, où finalement, aux États-Unis, l'agriculture urbaine, elle est plus apparue dans des zones un peu, comment dire, sinistrées. Enfin, je pense que c'est le mot. Par exemple, à Détroit, c'était une zone très très industrielle et en fait qui s'est complètement désindustrialisée, et donc il y a des énormes friches dans la ville qui sont complètement à l'abandon. Les gens se sont retrouvés avec énormément de difficultés financières parce que en plus aux États-Unis il n'y a pas toutes les aides qu'on peut avoir ici, et finalement à Détroit il y a des énormes fermes urbaines qui sont apparues sur ces friches, notamment parce que les habitants avaient besoin de se nourrir. Et en fait, c'est utilisé de manière collective, là, dans un but vraiment productif et dans un but d'aide alimentaire. Donc, on n'a pas les mêmes espaces, en tout cas pas à Paris. Mais après, il faut voir aussi quelle définition on prend de la ville. Je crois qu'une ville, selon l'INSEE, c'est au-dessus de 2000 habitants. Je crois. Donc, si on considère toutes les villes de plus de 2000 habitants, en fait, il y a moyen de ramener beaucoup d'agriculture, pas forcément au cœur, mais en tout cas au moins très, très, très proche localement. Et du coup, de ramener des circuits courts et un modèle alimentaire un peu plus de proximité et plus durable que de faire voyager les biens un peu partout, et du coup quelque chose qui serait aussi plus abordable pour les citadins qui pourraient avoir accès à une meilleure alimentation de meilleure qualité, et pour autant pour un prix qui ne serait pas déconnant, quoi. Ça me fait penser à la phrase de Chico Mendes, l'écologie sans lutte des classes, c'est du jardinage, qui était donc un activiste d'Amazonie, brésilien, qui a été assassiné pour ses convictions. Et effectivement, moi je pense qu'il y a cette dimension quand même couplée de... Enfin, ça peut pas être perçu que comme... l'agriculture urbaine, c'est pas seulement des micro-pousses qu'on vend dans les Biocop pour les bobos. Enfin, il y a aussi... l'histoire le rappelle aussi, et tu fais bien de donner aussi cet exemple de Détroit qui est très intéressant à ce sujet, que ça peut aussi être non seulement quelque chose de pédagogique, de donner du lien et tout, mais être nourricier et d'être vecteur d'une forme de survie et de bien manger pour des populations qui sont complètement coupées. Et de solidarité aussi, ce qui est important dans ce genre d'endroit où vraiment les difficultés sont énormes, quoi. Et c'est vrai que c'est aussi comme ça qu'on le voit. L'agriculture urbaine, on la voit comme un moyen de transformer son quartier, mais en impliquant tout le monde, de donner le pouvoir aux gens d'avoir une capacité de transformer les choses. Et
au-delà, enfin, c'est pas seulement l'espace, mais aussi transformer la manière d'interagir avec ses voisins, créer du lien social, des rapports de solidarité. Et souvent, ce qu'on voit, et c'est aussi ce qui nous motive à développer des projets dans la rue, c'est d'être vraiment visible, de montrer un peu, d'amener des enjeux vraiment là sur place, à un endroit où on les voit pas habituellement. C'est comme voilà, ce qu'on a voulu, c'était aussi sortir des jardins partagés, sortir de dépasser la clôture derrière laquelle les jardins ou les fermes sont enfermés pour aller dans l'espace public, qui est un espace en général assez qui peut être politique, et du coup voilà. Et du coup, ça nous amène à créer des collectifs, à faire en sorte que les habitants, les citadins fassent des choses ensemble, et puis même s'impliquent au-delà du projet de jardin vers des actions dans le quartier, créer des événements, des actions autres que le jardinage, quoi. Souvent, c'est un premier vecteur pour mettre un pied sur des questions liées à la politique ou autres, des questions de société, liées à l'environnement. Ça a l'air d'être un voilà. prétexte, en fait, en vous écoutant, pour être oisif, méditatif ou politique, ou s'engager. En tout cas, ça donne matière à beaucoup plus que juste mettre les mains dans la terre. Ouais, c'est ça. Et puis, c'est en effet un vecteur pour se réinsérer dans la vie. On peut parler des jardins d'insertion, dont la vocation, c'est de créer de l'emploi pour des personnes qui en sont éloignées, qui sont dans la précarité. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que la photo qui est là, c'est dans un jardin d'insertion. Donc, c'est un projet qui a été fait par des sans-abri dans le cadre de dispositifs Premières Heures. C'est le square Gessin, vers le métro La Chapelle. Juste en face du métro La Chapelle, il y a un square qui avait du mal à vivre parce qu'il était pas mal approprié par des sans-abri, des personnes un peu complètement marginalisées. Du coup, l'idée, c'est de le transformer, ce square en impliquant ces personnes qui étaient soit les usagers, soit des personnes en recherche d'emploi, et pour la plupart d'entre elles étaient sans abri. Du coup, c'est au cours d'ateliers réguliers qu'elles ont contribué à transformer ce jardin. Là, il s'agit d'un container qui a été habillé avec des structures en bois. Il y a du mobilier qui a été construit. Et puis, progressivement, ce jardin s'est ouvert aux autres habitants du quartier. Parce qu'auparavant, les habitants, autres que ces usagers, ils n'osaient plus le fréquenter parce que voilà, c'était que des marginaux. Et du coup, là, c'est des choses qui ont permis de créer du lien entre ces différentes populations. Je vais donner la parole au public. C'est l'occasion de poser vos questions aux personnes qui sont là. Si vous voulez venir, le micro est là pour poser vos questions. C'est peut-être un peu impressionnant, surtout la première personne, mais je vous invite à venir. Sinon, moi, j'ai d'autres questions, mais j'aimerais bien vous entendre. Moi, j'ai une question pour le public. Ce serait, parce qu'il y a beaucoup de monde qui a dit qu'il jardinait, et je suis curieuse de savoir où vous jardinez, en fait. Ouais. Bonjour. En tout cas, je comprends très bien tout ce que vous dites. Et ça me fait penser à la résidence où on vous entend pas. Est-ce que vous pouvez vous approcher du micro ? Comme ça ? Oui, là, je pense que c'est mieux. Oui. Super. Et donc, j'habite au 107 rue de Reuilly, dans le 12e arrondissement. Et donc, ça me parle beaucoup, tout ce que vous venez de dire, et ce lien. Et donc... nous avons un jardin partagé avec un poulailler, des ruches. Et ça crée du lien, mais c'est très compliqué. Pourtant, c'est une grande résidence. Mais d'amener d'autres personnes, enfin, c'est vraiment comment faire pour que tous les résidents soient intéressés et osent venir, en fait. C'est un peu la difficulté. Pendant le confinement, nous en avons bien profité et beaucoup de résidents sont venus. C'était magique. On s'est retrouvés là. C'était un instant hors du temps. Et tout le monde garde un super souvenir d'avoir cette bulle
Et vous vous demandez comment faire pour que plus de personnes soient sensibles à ça Oui. et connaissance aussi des lieux de ces jardins partagés, de ces lieux dans lesquels venir jardiner. Oui, c'est Comment on fait compliqué. connaître vos initiatives en dehors de faire des conférences à grande contrôle? Ben, J'ai mis une hypothèse, hein, mais j'en suis pas du tout sûre. On a quand même parlé du fait que Paris est beaucoup plus dense, par exemple, que Détroit. Je pense qu'on a quand même un rapport à l'espace public aujourd'hui qui est pas du tout un rapport de c'est chez nous, c'est notre quartier et on interagit. Donc peut-être il faut faire de la com à fond pour dire en fait vous avez le droit de participer, vous êtes les bienvenus et dans quelle mesure, parce qu'en réalité c'est pas non plus en fait on est beaucoup d'usagers et donc il faut s'entendre parce que tout le monde peut pas faire ce qu'il veut en réalité, enfin en pratique je veux dire, et donc en fait il y a des règles implicites. Dans les jardins partagés souvent il y a des listes d'attente, alors là c'est peut-être un jardin collectif en pied d'immeuble donc c'est différent, mais ouais, il faut communiquer sur de quelle manière les gens sont bienvenus et qu'est-ce qu'ils peuvent faire au maximum, quoi. plus facile, sont les enfants. D'attirer les enfants pour que les enfants viennent ensuite avec les parents. Par l'éducation, par le jardinage dès Enfin, l'école. C'est une grande résidence de Paris Habitat. Et bon, Jean-Jacques Pascal, il est très au point. Il nous a beaucoup... Et sinon, il faut faire des fêtes. Il faut organiser des événements, Toujours une des bonne rendez-vous. idée. Eh oui. Là, du coup, pour communiquer, ça peut être communiqué sur des rendez-vous. Par exemple, animer des ateliers pour les enfants. Du coup, ça va en effet attirer les enfants, puis les parents. Et voilà, puis des rendez-vous adaptés aux différents publics qu'on voudrait attirer. Puis en parler aux commerçants autour, aux différents acteurs autour. Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on identifie des acteurs qui peuvent être clés dans le quartier et qui peuvent du coup relayer ce jardin, dire à leur public, à leurs usagers qu'ils peuvent s'impliquer dans un jardin qui est à côté, qu'il est ouvert. Souvent, on croit que les jardins partagés, il y a une liste d'attente énorme et que, ou alors c'est fermé à un groupe, c'est privé, mais en fait, il faut vraiment communiquer sur le fait que c'est ouvert à tout le monde, sur les créneaux, les permanences d'ouverture, etc. C'est pas forcément une grosse charge en termes de temps, un engagement qui n'est pas si lourd, ou ça peut se combiner avec des vies d'urbains très pressés? Comment ? Ça peut se combiner avec des vies d'urbains très pressés que de jardiner de temps de quelques heures et de faire partie d'un jardin partagé ou de... Ouais, c'est vrai que animer ce genre de choses, ça peut être chronophage. Il faut trouver les personnes pour y passer du temps, etc. Mais sinon, ce qu'on peut expliquer aux gens, c'est qu'en effet, ils peuvent s'impliquer à leur manière en fonction du temps qu'ils ont. C'est vrai que souvent, dans les jardins partagés, il y a ceux qui sont très présents, ceux qui ne sont pas très présents, auxquels on peut reprocher des fois qu'ils ne sont pas souvent là. Mais en fait, non, il faut expliquer que chacun peut s'investir avec le temps qu'il a, la manière dont parfois, il y en a qui vont dans un jardin partagé, mais pas forcément pour jardiner, ça va être pour rencontrer des gens, pour jouer à des jeux, je sais pas. Et impliquer les enfants. Nicolas, tu viens de faire un atelier cet après-midi. Il y avait Merci beaucoup pour votre question. Il y avait des enfants. Comment ça s'est passé? Tu peux nous faire un retour sur cet atelier de cet après-midi, qui est donc aussi des bonnes manières, des bonnes portes d'entrée vers l'agriculture urbaine? Alors du coup, je suis pas au dernier, donc je sais pas comment ce qui se passe là. Mais ce qui est intéressant, c'est ce matin, on était plus autour de la graine. Et là, oui, c'était mixte, famille, du coup. Donc faire des petits ateliers de semis, apprendre à planter une graine, et puis en profiter pour faire ce que j'appelle de la théorie pratique. C'est-à-dire on parle en même temps, mais on fait les mains dedans, donc on apprend plein de choses. Par contre, je vous vois, mesdames, vous êtes là. Cet après-midi, c'était plus orienté autour de la transformation. Qu'est-ce qu'on fait ? Là, on était très orienté sur la conservation, donc la lactofermentation en l'occurrence, pickles, kimchi, agrumes confits si je ne m'abuse. Et là, ils sont en train de faire plutôt sur tisane, herbes séchées. Donc nous, on fait bien sûr, comme tu le disais, beaucoup d'aromatiques, plantes d'infusion, fleurs comestibles, etc. Parce que les fleurs, ça peut se manger aussi. Et là, on fait des tisanes et après, on fait des champignons sur marc de café aussi.
apprendre aussi à valoriser les ressources. Non, des pleurotes, des shiitake, qu'est-ce que vous... Oui, exactement, ça pousse bien. En l'occurrence, c'est du shiitake, je crois, mais j'ai un doute. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir ou nous parler de son lien Oui, venez, je vous en prie. Ça se bouscule au portillon maintenant, c'est terrible. Faites la queue, madame. Bonjour. Moi, j'ai une petite question assez simple. Paris est une ville extrêmement dense. D'accord. Paris est une ville extrêmement dense. Hein, on est 20 000 je crois, je sais plus, kilomètres carrés. Je sais plus, c'est énorme, quoi. Comment on arrive, parce qu'il y a plein d'initiatives sur des toits. Je suis allée dans le 15e faire un atelier. Quand on est dans le cœur de Paris, moi j'habite dans le 9e, quasiment pas d'espace vert. Quand on a envie de remettre du vert dans l'espace public, Pigalle, c'est pas possible, ça vomit partout le soir. Donc voilà. Du coup, je me dis, est-ce qu'il y a des initiatives pour aider en fait les petites copropriétés qui ont des petites cours pour un peu végétaliser, faire un petit peu de potager, sachant qu'évidemment tout ça est à l'ombre. Donc voilà, je m'interroge comment on fait, quoi. Qui souhaite répondre? Sébastien. Ouais. Pour info, on a accompagné un collectif d'habitants vers Pigalle, justement vers la place Rochechouart, sur l'aménagement de pieds d'arbres. Et aussi, c'était en lien avec une école, juste devant une école où la végétalisation s'est faite avec les enfants. Mais c'est vrai que j'ai eu l'occasion d'échanger avec les services de la mairie du 9e. Ils ont du mal à trouver des habitants, des collectifs d'habitants porteurs de projets de végétalisation, et parce que il y a très peu, mais ils sont en demande d'accompagner ce type des projets de végétalisation. Mais c'est vrai que le 9e, c'est très dense, du coup la végétalisation, ça risque de se limiter à des pieds d'arbres, à des bacs, mais c'est déjà ça, quoi. Sinon, en effet, il y a les copropriétés. On travaille beaucoup avec des copropriétés qui ont des cours d'immeubles. Alors parfois, c'est très contraint. C'est des faibles surfaces, très ombragées, mais il y a toujours des choses à faire. Par contre, des fois, on se heurte à la contrainte d'une copropriété où on doit présenter un projet à l'AG. On n'est pas sûr que ce soit voté. Du coup, il y a toute une concertation à faire en amont avec les propriétaires pour travailler le projet avec eux, quoi. Mais il y a pas mal de projets pour lesquels ça se passe très bien, où on a réussi à impliquer les copropriétaires non seulement dans la conception du projet, mais aussi dans la fabrication des aménagements, et puis après dans le suivi à des copros maintenant qui prennent en main la gestion des espaces verts, c'est-à-dire qui entretiennent eux-mêmes les espaces, plutôt que de faire appel à une entreprise qui vient tondre et tailler les haies bien droites, qui font évoluer les jardins pour intégrer du comestible, intégrer la biodiversité. Voilà. Après, une dernière question. Bonjour. Déjà, je voulais remercier Peace and On ne Love. vous entend pas, mettez-vous bien près du micro. Je voulais remercier Peace and Love pour les ateliers qui étaient franchement très intéressants. C'était très chouette. Et sinon, en fait, j'avais une question pour Sébastien par rapport au verger. Moi, j'habite en Essonne, à Draveil. Donc, c'est pas complètement Paris. Vous habitez où, pardon? À Draveil, en Essonne. Et du coup, c'est pas la même problématique qu'à Paris, mais je fais partie d'un groupe qui a fait les incroyables comestibles. On a investi certains espaces, on s'est fait éjecter. Après, on a demandé à la mairie, ça n'a pas duré. Donc, on aimerait des conseils pour justement pouvoir présenter un projet pour mettre des vergers, remplacer l'existant de pelouses, d'arbres, etc., qui servent à rien et qui sont arrosés pour mettre des vergers ou des choses utiles. Donc visiblement, c'est votre spécialité. Comment on rend la ville plus comestible? Comment on la rend plus comestible et comment on s'adresse à une municipalité? Comment on présente ça pour que ça marche? Faut déjà lui montrer que vous êtes nombreux. Des fois, quand on est seul à porter un projet, ça peut être un peu compliqué, mais une fois qu'on montre qu'il y a un collectif derrière qui est prêt ensuite à gérer, à assurer le suivi du projet, c'est tout de suite rassurant pour la ville. Ensuite, toujours utile un peu même dans d'autres contextes, c'est souvent utile de
de s'associer à d'autres acteurs locaux, à une asso qui est déjà bien implantée, ou pour voilà, faire des partenariats. Et puis voilà, après, vous pouvez déjà solliciter un rendez-vous avec l'élu chargé de la nature en ville ou des, voilà, ou des espaces verts pour un premier contact. Si vous avez déjà un projet en tête, ça peut être bien de lui montrer déjà, ou alors voilà, faut rapidement rentrer en relation avec lui. Souvent, ils sont intéressés quand on les associe dès le départ à la réflexion sur le projet, quoi. Dernier point, ouais. Est-ce qu'il n'y aurait pas juste des projets types que je pourrais regarder pour avoir une idée parce que des idées, on en a plein, mais il faut que ce soit acceptable pour une mairie. Il n'y a pas des villes où ça s'est déjà fait Si, ouais, c'est ce que j'allais suggérer. C'est que je pense que pour convaincre, il faut montrer des projets qui ont réussi. Alors là, j'aurais pas de catalogue à dire, mais regardez un peu des villes qui ont eu du succès, amener des images, même voire prendre contact avec elles pour avoir un peu leur témoignage. Ça va beaucoup les rassurer. Parce que si c'est pas encore si développé que ça aujourd'hui, c'est aussi qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent ça très très bien d'avoir des pelouses bien tondues. Et donc il faut aussi convaincre tous nos concitoyens que c'est pas du bazar, que c'est beau, changer de regard et convaincre que ça va marcher et enthousiasmer les gens, quoi. Donc aller montrer des bonnes pratiques, c'est sûrement un bon moyen, un bon levier. Merci pour vos questions et merci pour vos interventions qui étaient très intéressantes. Ah oui, il y a une dernière. Je voudrais juste rapidement intervenir en fait parce que moi j'habite à Marseille et pour le moi aussi. Du coup à Marseille, nous on a par le biais d'une association en fait, les Amis du Jardin Spinelli, on a récupéré un parc qui était à l'espace public en fait pour en faire vraiment un espace de jardin partagé où il y a des événements, beaucoup de choses qui se passent. Et en fait, le fait de se mettre en collectif via une association, ça a donné plus de poids à nos paroles. Et donc, du coup, la mairie a tout de suite accepté le fait qu'on s'occupe de ce parc qui était complètement laissé à l'abandon. C'est les Amis du Jardin Spinelli. C'est dans le 3e arrondissement. C'est un quartier un peu populaire de Marseille. Donc, pour le coup, le fait de se mettre en association, ça peut être une solution pour les mairies pour montrer qu'on est investi, quoi. Voilà, c'est tout. Super, merci pour cette contribution et bravo pour le projet. J'ai hâte d'y aller. Et c'est hyper chouette d'avoir quelqu'un de Marseille pour montrer que l'agriculture urbaine, c'est pas que Paris. Exactement, bonne manière de conclure. Merci beaucoup à toutes et à tous pour vos présences. Merci au Grand Contrôle de nous avoir accueillis ici. La programmation continue demain. Il y a des dégustations de vin et un marché de l'alimentation du futur. Dans l'après-midi, je vous invite à venir et à faire plus de poids ici qu'au Salon de l'Agriculture. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup.